République démocratique du Congo, la MONUSCO condamne les actes de vandalisme perpétrés contre des édifices de l'Église catholique et appelle à la vigilance. On en parle dans cette édition. Au Cameroun, 500 Nigérians ont été expulsés, parmi lesquels 313 demandeurs d'asile qui ont fui Boko Haram, une situation que déplore le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le président mexicain Enrique Peña Nieto a reçu le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et le secrétaire à la sécurité intérieure John Kelly pour dialoguer sur l'immigration, le mur frontalier et le commerce. En RDC, la mission des Nations Unies a condamné les actes de barbarie contre des édifices de l'Église catholique dans la capitale et province du pays cette semaine par des jeunes gens non identifiés. Au cours d'un point de presse hebdomadaire de la MONUSCO, le porte-parole civil Félix Prosper Basse a fait savoir à la presse que toutes les mesures de sécurité sont déjà prises pour l'intervention rapide en cas de problème. Félix Prosper Basse invite cependant la police congolaise à la vigilance. En interne, au niveau de la MONUSCO, des mesures ou des plans de contingence ont déjà été pris et mis en œuvre et des patrouilles ont été déployées sur le terrain afin de pouvoir faire un suivi de cette affaire, mais aussi pouvoir intervenir en cas de besoin. Il est évident que rien qu'à Kinshasa, nous avons plus de 150 églises. Il est évident qu'il est tout à fait difficile pour la MONUSCO seule de pouvoir mener cette mission de sécurisation, mais nous sommes là pour appuyer aussi les autorités congolaises dans ces efforts de sécurisation. Vous avez raison, on doit arrêter cet état de fait qui est inacceptable parce que je pense tout simplement que les lieux de culte doivent être respectés, préservés, et je pense aussi que les autorités congolaises avec qui nous sommes en contact sont en train de prendre des mesures énergiques pour y mettre un terme. Le gouvernement congolais a condamné cet acte de barbarie et de profanation de lieux de culte et a demandé à la police de mener une enquête. Le Parlement sud-africain vient d'enregistrer un nouveau membre. Son nom, Brian Molefe, l'ex-patron de la Compagnie nationale d'électricité sud-africaine, Eskom. L'homme pressenti pour entrer au gouvernement est officiellement devenu jeudi député du Congrès national africain ANC au pouvoir. Quelques jours plus tôt, son nom avait été mentionné dans la presse locale qui le voit bien succéder au ministre des Finances Pravin Gordhan ou devenir son adjoint au portefeuille du Trésor. La nomination de Brian Molefe et l'hypothèse de son entrée au gouvernement ont suscité la colère au sein de l'opposition. Considéré comme un proche du président Jacob Zuma, il avait démissionné en novembre dernier de son poste de PDG d'Eskom après avoir été mis en cause dans une affaire de corruption. Au Cameroun, Internet est totalement coupé depuis plus de mois dans les deux régions de la minorité anglophone du pays en conflit avec le pouvoir de Yaoundé. Une durée sans précédent en Afrique d'après l'ONG Internet sans frontières. Internet est totalement indisponible sauf à investir dans du matériel satellite qui coûte extrêmement cher, a indiqué l'avocate Julie Ovono, responsable Afrique de l'ONG française Internet sans frontières. C'est effectivement coupé dans la ville de Bamenda, a confirmé un enseignant d'université en poste dans la capitale du Nord-Ouest, l'une des deux régions anglophones sur les 10 du pays. La coupure Internet dans les deux régions anglophones a potentiellement fait perdre 1,35 million de dollars à l'économie du Cameroun, estime Julie Ovono d'Internet sans frontières. Elle risque de creuser le fossé entre anglophones et francophones. Proches du Nigeria, les deux régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest sont secouées depuis novembre par des troubles. Les leaders de la contestation dénoncent la marginalisation de la minorité anglophone, environ 20% des quelques 22 millions d'habitants du Cameroun par rapport à la majorité francophone. Ils réclament le retour au fédéralisme, voire l'indépendance pour une minorité d'entre eux. Cette coupure a été annoncée le 19 janvier par les opérateurs à leurs abonnés dans ces deux régions, alors que le gouvernement avait lancé une campagne contre la diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, une campagne Bring Back Our Internet, rendez-nous notre Internet, en faveur des anglophones du Cameroun, a reçu le soutien du lanceur d'alerte américain Edward Snowden.
Plus de 500 Nigérians ont été expulsés du Cameroun. Parmi eux figurent 313 demandeurs d'asile qui ont fui l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram, une situation que déplore le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Aussi exprime-t-il son inquiétude face à ces expulsions, tout en appelant le Cameroun à respecter les conventions internationales contre le rapatriement forcé des demandeurs d'asile. Le HCR envisage en outre de signer le 3 mars prochain avec le Cameroun et le Nigeria un accord pour le retour volontaire de plus de 85 000 réfugiés nigérians. La plupart vivent dans le camp de Minawao, situé dans l'extrême nord du Cameroun. 61 000 réfugiés nigérians y ont été recensés au 17 février. Depuis l'avènement de la démocratie dans certains pays africains, plusieurs partis politiques, tant de l'opposition que de la mouvance, ont entrepris sur le plan régional et international des démarches pour amener la diaspora à animer la vie démocratique et à appuyer le processus de construction nationale. Cas du Niger, la diaspora nigérienne vivant au Gabon est sur cette lancée. La politique à leur niveau est d'actualité. Alfari Amadou, coordonnateur du parti Modern Faloumana. Donc on sait que la vie politique au Niger, c'est l'ébullition tout le temps. Donc nous suivons également le rythme. Nous suivons le rythme parce que vous savez bien que la diaspora participe pleinement à la vie politique du pays, particulièrement la diaspora de Douane. Donc c'est à travers donc, cette ébullition que nous aussi nous intégrons donc, à ces coordinations qui existent. Loin d'être du bétail électoral, la diaspora, selon le coordinateur Alfari Amadou, ils auront toujours leur mot à dire sur la scène politique de leur pays. Vous savez, c'est difficile. Les réalités des pays ne sont pas les mêmes, mais c'est notre combat d'ailleurs, de mobiliser les militants, de les sensibiliser pour que, malgré un certain nombre de difficultés qu'ils rencontrent dans le pays d'accueil, qu'on puisse aussi accorder un temps pour les activités politiques de notre coordination. Pour bon nombre de Nigériens résidant à l'extérieur, il urge que la majorité et l'opposition accordent leur violon et que cesse toute chasse aux sorcières pour l'intérêt national et cela pour l'histoire parce que les pouvoirs se succèdent mais que la diaspora sera toujours là pendant que le Niger restera debout au milieu de ses fils et de ses filles. La ville de Mpondwe dans le sud-ouest de l'Ouganda déborde d'activités, mais l'insécurité qui règne de l'autre côté de la frontière, en République démocratique du Congo, y est une préoccupation constante. Ces dernières années, les violences ont surtout été imputées aux forces démocratiques alliées ADF, un groupe rebelle ougandais transformé en milice brutale, accusé de nombreux massacres dans la région. Cette idée est venue quand on a réalisé que l'ADF avait cessé d'être un problème uniquement pour l'Ouganda, que c'était devenu un problème régional, qu'il menait des massacres dans l'est de la RDC, que ces cellules se répandaient dans toute la région. Ils ont causé de nombreuses atrocités sur les populations civiles de l'est de la RDC. Comme vous le savez, le président de la RDC est venu visiter ce pays pour rencontrer son excellence, le président de l'Ouganda, pour comparer les projets pour contrer les activités de l'ADF. Donc, oui, il y a eu de nouvelles activités de l'ADF. Depuis le début en octobre 2014 de la nouvelle vague de violence qui endeuille le Nord Kivu en République démocratique du Congo, les ADF ont été dénoncés par Kinshasa et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, MONUSCO. Mais un rapport du groupe d'études sur le Congo, publié en 2016, a partiellement remis en cause cette version. Dans ce rapport, il est dit que les ADF portent bien une part très importante de responsabilité, mais aux côtés d'autres éléments armés, parmi lesquels des soldats de l'armée congolaise. Il nous faut toujours réfléchir comment est-ce que nos croyances et nos pratiques influencent la propagation du VIH. Si on comprend ça dans sa propre langue, c'est beaucoup mieux. Ainsi, pour une lutte efficace contre le VIH-Sida, des documents d'éducation et de la sensibilisation sur ce mal du siècle
écrits en langue nationale togolaise ont été remis à plusieurs responsables des confessions religieuses et des associations des villes et campagnes vendredi dernier à Lomé. L'initiative est de l'association Wycliffe Togo, soutenue par son homologue allemande. Donc ce qu'on comprend dans sa propre langue, on comprend beaucoup mieux que dans une autre langue. Et souvent, des choses dans le français nous échappent. Il y a des choses théoriques à comprendre dans ce domaine. Pendant une semaine, ces responsables ont reçu des formations sur les différentes méthodes utilisables dans la lutte contre la propagation du VIH-Sida au Togo. Nous avons donc appris beaucoup de choses. Mais ce que je retiens, c'est qu'à partir de ce que nous avons eu ici, mes frères et mes sœurs seront sauvés. Dans ce sens-là que beaucoup, disons même dans les églises, avaient même peur d'approcher des frères et des sœurs qui ont le VIH, qui sont malades de sida. À la 21e conférence sur le sida en juillet 2016 en Afrique du Sud, il a été annoncé que le taux de la mortalité due à cette maladie est réduit à 1,01% dans le monde. Certes, la lutte contre la propagation doit continuer et cette fois-ci au Togo par cette stratégie de communication écrite en langue nationale. Le président Enrique Peña Nieto, déterminé à refuser de se voir imposer des conditions par Washington, a reçu à Mexico le secrétaire d'État américain Rex Tillerson pour dialoguer de manière constructive sur l'immigration, le mur frontalier et le commerce. Son ministre des Affaires étrangères, Luis Videgaray, qui avait organisé la visite de Donald Trump à Mexico fin août et pilote désormais le dialogue bilatéral, a haussé le ton mercredi, quelques heures avant l'arrivée de Tillerson et du secrétaire américain à la sécurité intérieure John Kelly. Après une réunion mercredi soir avec les ministres de la Défense et de la Marine, Tillerson et Kelly rencontreront vendredi les responsables de l'Intérieur et des Finances. Puis en milieu de journée, le président Peña Nieto, qui avait annulé sa visite à Washington fin janvier face à l'insistance de Donald Trump à vouloir faire payer au Mexique le mur à la frontière des deux pays. Peu avant leur rencontre avec le président mexicain, les deux émissaires de Donald Trump se sont exprimés devant la presse. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche il y a un mois, Donald Trump, par son style et sa politique migratoire et commerciale, a déclenché la pire crise diplomatique entre les deux pays depuis des décennies.